Allô, est-ce que je parle bien, monsieur Rudy Patard? Oui, c'est moi-même. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? C'est Michel Leduc. Oui. Je suis rattachée au laboratoire qui s'appelle Kessler-Bruxelles, à l'École normale supérieure en physique. Je suis physicienne. Je suis directrice de recherche, maintenant émérite, et donc je suis toujours attachée à un groupe de recherche qui travaille dans le domaine des technologies quantiques, et j'ai une fonction disons de représentativité d'un réseau de la région Île-de-France qui finance, ça s'appelle les DIM, domaine d'intérêt majeur, qui finance des travaux sur les technologies quantiques. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui concerne mon travail dans le domaine scientifique. C'est encore relié aux technologies quantiques puisque je suis toujours associée à une équipe qui travaille sur les condensats de Bose-Einstein. Voilà, donc c'est les atomes froids pour lesquels j'ai eu une contribution il y a déjà quelque temps. Donc j'ai travaillé dans le groupe de Cohen-Tanuji, le prix Nobel. Maintenant j'ai d'autres activités. La principale est une activité d'édition. Parce que je suis la directrice de deux collections chez EDP Sciences. L'une s'appelle Savoirs actuels autres, et elle a plus de 60, je crois que j'en suis maintenant à 70 volumes parus dans les sciences exactes. Donc j'ai été la directrice depuis plus de 30 ans. J'ai une autre collection avec EDP Sciences qui est partie il y a une dizaine d'années, qui a une vingtaine de titres et qui peut-être peut vous intéresser parce qu'elle s'appelle Introduction à, c'est de la vulgarisation, mais de assez haut niveau. J'ai été cooptée comme présidente du COMET, c'est le comité d'éthique du CNRS. C'était en 2012, je crois. Le COMET se renouvelle. C'est un petit think tank de 12 personnes de toutes les disciplines, représentants. Et on espère assez bien l'ensemble des disciplines, encore que ce soit difficile. Il y en a tellement. Par ailleurs, dernière chose, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai été cooptée aussi, ça s'est coopté plus récemment, comme membre du CONFIS, c'est-à-dire le conseil ou comité, je sais plus, scientifique de l'intégrité scientifique, qui est le conseil scientifique de l'Office français de l'intégrité scientifique. C'est un département de la CRS pour l'instant, donc j'avais certainement entendu parler, qui fait les évaluations de beaucoup de choses, des labos, des institutions, des écoles doctorales, et j'en passe. Et alors le COMET, de ce que j'ai pu en lire, rend des avis, mais oui, pas d'autres pouvoirs. n'a aucun pouvoir. Le COMET n'a aucun pouvoir. C'est une, et ne souhaite pas en avoir, c'est une instance de réflexion. L'INSERM en a un aussi, l'INRA, tous les grands instituts, et même les petites écoles, tout le monde a son comité d'éthique. Donc je dis que le COMET, en général, s'auto-saisit, est indépendant, mais il a le droit, et donc il a le droit de choisir des sujets sur lesquels il va faire des avis parce que ça lui paraît important et comporter des questions d'éthique qui concernent la communauté des scientifiques, mais il est parfois aussi, c'est dans ses statuts, c'est possible, saisi par le président du CNRS ou par les numéros 1 et 2, le directeur de la recherche et le directeur des ressources, et le conseil d'administration aussi peut le saisir. Voilà. On a été très rarement, enfin moi, depuis que j'y suis depuis 9 ans, saisi que 2 fois. Et est-ce qu'il y a des moyens de saisine externes? Non, pas du tout. Ah non, il n'y a aucune saisine externe. Évidemment, nous écoutons les questions qui sont posées, par exemple, par le conseil scientifique du CNRS. On essaie de traiter ce qui nous paraît poser des questions les
les plus brûlantes pour nos collègues. Et puis on suit un peu ce qui arrive au niveau européen. Et voilà, c'est comme ça qu'on a traité la question des publications. Parce que, et c'est pas nouveau pour le CNRS, mais c'est quand même une question torturante pour nos collègues. On est quand même à l'écoute de nos labos et des chercheurs avec qui on travaille, puisque j'ai pas dit, mais les membres du comité d'éthique du CNRS sont tous en prise dans le milieu scientifique, hein. Ce sont pas des administratifs du tout, hein. Ce sont pas des gens qui ont été rejetés par le système. On n'a même pas, oui, on devrait, ça serait bien, avoir quand même un ingénieur ou un bibliothécaire, mais pour l'instant, ça s'est pas trouvé. Donc on est tous des chercheurs. Voilà. Donc c'est un sujet sur lequel c'est intéressant de discuter tous ensemble, parce que les disciplines n'ont pas toutes les mêmes pratiques. Peut-être cette difficulté à trouver un consensus. Est-ce que le COMET au sein du groupe de réflexion se pose une forme de philosophie morale, une forme de hiérarchie de valeurs sur lequel reposeraient ses avis? Alors, écoutez, jusque maintenant, enfin, moi, pour les 9 ans où j'ai été, et puis d'après ce que j'ai vu des autres avis précédents, le COMET a toujours travaillé par consensus, a toujours trouvé un consensus. Alors, pour trouver, peut-être que ça veut dire qu'il a fait des avis qui sont un peu mous ou un peu robinet d'eau tiède, comme on dit vulgairement. Peut-être. En particulier sur celui qu'on avait fait sur l'excellence, que moi j'aime beaucoup. C'était dans le précédent COMET. On a eu un petit peu de difficulté. Il arrive, ou sur les sciences et la société, donc c'était celui sur les sciences et la société, il arrive qu'on ait des difficultés c'est souvent entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales, qu'il y a des visions qui sont différentes. Et donc on essaye de trouver, vous voyez, on a quand même une aile du commerce qui est assez sciences et société, sciences, je sais pas comment on appelle ça, en anglais, social science, non c'est pas ça. Humanité. Oui, voilà. Et puis les scientifiques des sciences exactes comme moi, qui ont quand même qui sont un petit peu, je veux pas dire scientistes, mais enfin qui croient quand même au progrès par la science, parce que sinon ils n'en feraient pas. Donc, vous voyez, il y a par rapport à l'idée de progrès, qui est d'ailleurs une idée qui n'est plus du tout à la mode, par rapport à l'idée de progrès, il y a quand même des divergences dans le comité et qui dépendent beaucoup de la discipline. Mais jusqu'à maintenant, on a procédé par consensus et on a fait les avis sans qu'il y ait des avis et des oppositions. Alors, en ce sens, on diffère du CCNE, du Conseil national d'éthique, là, qui est présidé par De Frécy, qu'on a beaucoup entendu là, avec la crise. Donc là, mais ils sont beaucoup plus nombreux, ils représentent la population en général, il y a de tout, il y a des religieux, il y a des syndicalistes, donc chez CNE, il y a de tout, et donc ils ont souvent des positions avec des pour et des contre. Des majorités, hein, mais donc leurs rapports ont souvent de toute façon ils travaillent pas sur les mêmes choses que le comité d'éthique du CNRS. S'ils travaillent sur des sujets du genre la fin de la vie, la PMA, etc. Tout ça, on évite complètement de travailler sur des sujets comme ça, bien qu'ils soient totalement éthiques. Au comité du CNRS, on va pas marcher sur les plates-bandes du CCNE. Mais le CCNE fait des avis sans consensus, parfois, pas toujours, hein, il y a quand même des sujets sur lesquels il y a des consensus, mais il est possible au CCNE de ne pas avoir de consensus. Au COMEX, je vous dis, pour moi, ça s'est pas posé, mais ça pourrait se poser, hein. C'est pas interdit par les statuts.
Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui. Alors pour recentrer un peu l'échange sur la question de la publication scientifique, Oui. alors vous mentionniez les avis précédents. Il y avait en 2012 et 2011 la question du libre accès aux publications scientifiques et la C'était déjà, on en parlait déjà, hein? Oui. Oui. Ça. Est-ce que justement je le mentionnais dans notre échange mail, moi je vais relever pendant mes travaux de thèse en laboratoire l'avis pour le CNRS qui était une invitation finalement à l'archivage, qui avait été assez peu suivi d'après les statistiques, contrairement à d'autres institutions comme l'INRA, l'INRIA, l'INSERM, chez qui c'était requis. C'était une Oui, le CNRS n'a pas été très en avance. Enfin, on avait pris dès l'été 2012, je me souviens, une position très favorable aux archives ouvertes HAL, qui existaient déjà. Et donc, et qui fonctionnaient, mais sans être généralisées et qui avaient besoin de beaucoup de soutien. On avait pris une position de principe qui n'avait pas eu un écho fantastique dans mon souvenir. Mais ensuite, les choses ont un peu changé quand même, parce que HAL a été, le statut de HAL, alors je sais plus en quelle année c'est, mais vous pouvez le retrouver, il a été changé puisque c'était à Lyon un labo qui avait été un temps dirigé par Franck Laloé d'ailleurs, qui est parti quand Migus a un peu changé de position. Donc Laloé a quitté et ses collègues y ont quitté, mais ça a continué le CCNE. Oui, voilà, ce labo de Lyon a continué à exister. Puis il s'est doté d'un statut plus grand il y a quelques années, c'est-à-dire que maintenant c'est plus seulement du CNRS, il y a plusieurs, il y a l'université qui est associée, et puis donc son ouverture est plus grande. Je crois que l'INRA en fait partie, et puis l'INRA aussi vient récemment de rejoindre, donc ça a pris de l'envergure. Ça a pris un peu de moyens, mais pas des masses. Il y a un peu plus de personnel. Pendant longtemps, on n'a pas changé la directrice. Je crois qu'elle va partir, à moins qu'elle soit déjà partie. C'était une bibliothécaire qui était installée là. Et puis voilà. Donc je me souviens que ça a quand même pris beaucoup un peu de lustre. Puis maintenant, c'est une grosse affaire. C'est un petit peu compliqué de s'y retrouver dedans, le site, mais enfin, ils font beaucoup de choses, hein. Ils ont énormément de missions maintenant à HAL. Alors, on peut déposer, pour les publications, on peut déposer des préprints, tout ça c'est bien expliqué dans notre texte, on peut déposer des préprints après on a un article qui a été accepté. Alors ça, tout le monde dit c'est bien, mais tout le monde le fait pas. Ensuite, on peut déposer, certaines disciplines déposent un préprint avant qu'il soit accepté par une revue sur des préprints sur HAL qui est connecté aux plateformes internationales. Donc les physiciens dont fait partie le font systématiquement. Mais évidemment pas toutes les disciplines. Il y en a qui trouvent que c'est dangereux, qu'on va se faire prendre des idées, puis il y a des éditeurs qui n'aiment pas ça, des éditeurs à qui on a soumis la revue. Bon, enfin bref, ça c'est pour les publications. Mais il fait aussi autre chose pour les publications. Ils abritent les épijournaux. Et donc les épijournaux, c'est une autre façon de publier, c'est à petite échelle, hein, bien sûr. Mais ce sont des tentatives intéressantes, et donc les épijournaux sont abrités par HAL. Donc ça, vous devez savoir tout ça. C'est bien expliqué dans notre avis. Hein. Et donc, justement, par rapport à episcience.org et ce qu'on appelle les overlay journals, donc les journaux en surcouche d'archives,
alors que ces épijournaux, sous forme overlay journals, existent quasiment à la création des archives telles que Archive. Je n'ai pas relevé de position du CNRS pour inciter un peu plus fortement les chercheurs, et je n'ai pas vu de réflexion sur la question de la responsabilité des chercheurs vis-à-vis de la société et des contribuables, dans le fait justement de céder à titre gracieux, ce qui serait une clause léonine en droit français, à des éditeurs privés lucratifs qui finalement contribuent à une privatisation. C'est un petit peu ce qu'on a fait, quand même dans notre avis du commerce. C'est pas le CNRS en général. Vous avez le livre blanc de la liste, quand même, que vous pouvez consulter. Ils ont fait toute une analyse. C'est le précédent directeur de la DIS, Direction d'information scientifique et technique du CNRS, a fait tout un livre blanc qui a dû paraître, moi je dirais, il y a 5-6 ans. Vous regardez, là, est-ce qu'ils ont fait une critique des éditeurs privés? Je suis pas sûre. C'est plutôt nous, au commerce, qui, d'un point de vue éthique, déjà dans le texte de 2012, là, de Parasier, qui n'a d'ailleurs pas été rédigé par notre comité, mais pas celui d'avant, mais peu importe, on l'a endossé. Donc c'est quand même nous qui, dans ce texte assez fondamental qui vient de paraître sur les publications en accès et la science ouverte, on a quand même pas mal expliqué ce qui tombe sous le sens de l'évidence, que certains éditeurs privés se font du bénéfice, ont capté le bassin des résultats de la science qui résulte de financement de la société, et l'ont capté à leur profit. C'est quand même bien expliqué tout ça dans notre texte. Oui, je remets pas en cause l'explication. La question que je me pose, c'est finalement au sein du CNRS et des institutions, qu'est-ce qui retient les chercheurs au sein des comités éditoriaux, au sein des groupes de revues, qui finalement contribuent à la valeur de ces journaux privés lucratifs, alors que le CNRS, par exemple, héberge des systèmes de revues alternatives telles que Epicence, en fait. C'est cette contradiction. Oui, mais attendez, Epicence, moi j'aime beaucoup Epicence. S'ils sont gentils, Epicence, mais c'est quand même très petit, c'est sur des petits secteurs, et puis c'est pas la solution générale au problème de l'édition scientifique. Comment vous dire, vous savez comment ça marche. Et puis le travail est fait par des chercheurs, là, pour le coup, dans Epicence. C'est eux qui font tout le travail de l'édition. Donc il faut quand même, faut pas exagérer dans la publication diamant, ou je sais pas comment. Personne ne paye pour rien, tout le monde travaille gratis, c'est pas possible. D'ailleurs, on le dit bien dans notre texte, on a quand même besoin du métier d'éditeur pour que tout ce travail ne repose pas à 100% sur le chercheur lui-même, parce que les chercheurs ont autre chose à faire que de faire le métier d'éditeur. C'est-à-dire, il y a quand même un travail incompressible dans le métier de l'édition scientifique, et il faut réceptionner le manuscrit, il faut trouver des rapporteurs, il faut l'envoyer aux rapporteurs, il faut faire le peer review, ensuite il faut collecter les avis du peer review, l'envoyer aux auteurs, faire travailler sur les articles, et puis ensuite le publier, ensuite en ligne ou pas, mais plutôt en ligne. Ensuite, il faut l'archiver. Ensuite, il y a un travail incompressible. Alors, ce qu'on a dit, c'est que on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que tout soit gratuit pour le chercheur et que en plus il fasse rien du travail d'édition. Il faut trouver un système
qui permettent de faire ça sans que ce soit engraisser des éditeurs privés qui font payer des APC, comme on dit, des droits pour des tarifs exorbitants. Voilà. C'est ce qu'a essayé de dire le plan S, c'est qu'il fallait pas, d'abord ils ont dit qu'il fallait pas payer deux fois pour éditer en ligne et puis ensuite payer les revues dans la bibliothèque, donc ils étaient contre les modèles hybrides, à tout à fait juste titre, et puis ils ont dit qu'il ne fallait pas que les institutions acceptent de faire payer ou de payer des frais d'APC qui dépassent les tarifs raisonnables. C'est ça qu'ils ont dit dans le plan S. Le point 8, c'est pour les modèles hybrides. Et bon, ils ont dit plein de choses dans le plan S, mais en fait, au total, ils sont quand même pour le modèle Gold. Ils sont pour le modèle. On paye l'éditeur, mais on paye raisonnablement. Voilà. Et est-ce que de fait, avec votre pratique éditoriale, que ce soit vulgarisation ou EDP, vous avez, pour avoir rendu cet avis sur le côté inatteignable de la voie de diamant, documenté de façon quantifiée cette charge de travail d'édition finalement? Bah, écoutez, non, on n'a pas fait ça de façon quantifiée. On peut savoir combien de temps ils passent ceux qui font marcher les épijournaux. Ça oui, on sait que c'est une lourde charge et que donc ils ne peuvent prendre qu'un nombre d'articles limité, etc., etc. Mais c'est pour ça que je vous dis c'est des solutions à petite échelle, hein. Mais à grande échelle, le CNRS est en train, d'ailleurs, devrait réfléchir à trouver des modèles qui permettent à ces chercheurs d'avoir une publication pour des coûts qui soient raisonnables. Souvent, vous savez, il y a quand même des choses qui progressent, c'est-à-dire que si vous avez un contrat, maintenant avec ANR, ou un contrat européen, ou un contrat ERC, vous avez dans le contrat un certain pourcentage qui est donné, d'argent qui est donné. Oui, ça j'avais lu à l'occasion du retour sur H2020, le fait que dans les contrats, il y ait justement une part qui soit affectée au paiement des frais de publication et d'édition. Mais ça avait été justement critiqué comme finalement le tapis rouge pour la voie Gold et les éditeurs. Ben oui, mais que voulez-vous, si vous êtes plus voie Gold, que vous êtes quoi? Vous êtes voie verte. Et la voie verte, moi je suis très très pour mettre vos affaires sur les préprints, mais il faut quand même qu'ils soient évalués. Tout le monde, personne n'a renoncé à l'évaluation jusqu'à aujourd'hui. Personne, chez les chercheurs, et il y a eu des enquêtes dans toutes les disciplines, personne n'est favorable à l'idée de supprimer le peer review. Voilà. Alors le peer review, on a fait tout un topo dans plusieurs avis d'ailleurs au COMEX sur le fait que le peer review a beaucoup de défauts. Il peut être contourné, il peut y avoir des biais, il peut être fait trop vite. Les grands éditeurs font trop de pression pour que ça soit rapide, etc., etc. Vous avez même des éditeurs qui ont enfin bon, il y a eu des tas de fraudes au peer review, okay. mais y compris de la part d'éditeurs connus. Mais bref, malgré tout, il faut, on insiste beaucoup, il faut réfléchir aux modalités du peer review, mais on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas s'en passer. Ça, je suis d'accord, que l'activité de relecture par les pairs est bien faite par les pairs et donc par les chercheurs. C'est le travail que vous pouvez considérer comme éditorial, c'est celui de mise en relation, de recherche des rapporteurs. Voilà, ça c'est du travail déjà. Hein.
ensuite il faut le faire, il faut recueillir des avis, il faut presser les rapporteurs qui n'ont pas fait, les remplacer quand ils sont mauvais, évaluer la qualité du rapport qui est fait, etc. Tu sais, c'est du travail, ça. Et à ce titre, alors j'en parle un peu parce que ça a été une de mes contributions dans ma thèse. Oui. Les réflexions que je me suis faites relativement au schéma du processus de publication venaient de où sont les couloirs d'étranglement sur chaque étape du processus, et la question de la revue par les pairs ne se fait pas que sous une modalité. Il y a de la revue pré-publication, de la revue post-publication, de la revue ouverte. Est-ce que pour rendre cet avis, et notamment la question de l'inatteignabilité du modèle diamant, est-ce qu'il y a eu des interrogations d'épistémologues ou de chercheurs dans la science de la documentation et de l'information, justement pour ces systèmes potentiellement alternatifs sur les mécanismes de revue, de façon à alléger finalement la charge de travail d'édition qui pèserait sur des chercheurs pour des modèles type EpiScience? Oui, alors on a pas mal consulté. On a consulté effectivement. Si vous voyez à la fin de notre avis, je crois qu'on a mis la liste des gens qu'on a consultés. Dedans, il y a des gens des sciences humaines, il y a des sociologues, ou épistémologues ou les deux, qui avaient beaucoup réfléchi à tout ça. Et on a un peu réfléchi à des modèles alternatifs d'évaluation qui sont, alors d'abord il y a le modèle mis sur préprint, c'est ce qu'on fait en physique. Mais on met sur préprint et puis on le soumet à une revue en même temps, le même jour. Je mets mon article là sur ComptMath et puis je l'envoie, et donc il est automatiquement sur HAL puisque les deux sont liés, et puis je l'envoie, je sais pas, je dis pas Nature et Science parce que j'essaye d'éviter, mais une revue européenne, voilà. On fait ça, et puis donc immédiatement dans notre communauté, tous les chercheurs qui sont intéressés par le sujet, tous les docs et post-docs, le matin, quand ils arrivent, ils ouvrent leur ordinateur et regardent ce qui a été déposé pendant la nuit sur ComptMath. Ils voient, Monsieur Leduc a un article sur la condensation de l'hélium, on va regarder, et aussitôt, vous avez tous les collègues intéressés qui vous envoient des messages. Vous m'avez pas cité, ça c'est tout. Vous auriez pu, parce que moi j'ai fait des choses qui ressemblent à ça. Et puis là, je comprends pas pourquoi vous dites ça, parce que moi j'ai une théorie qui dit le contraire, ou bien moi j'ai fait des calculs là-dessus, et puis voilà. Et il y a des discussions très intéressantes qui se font avant que la publication soit envoyée, donc c'est-à-dire qu'on est susceptible d'améliorer l'article avec ce qui nous arrive avant qu'il soit publié. Et donc ça c'est possible, ça donne une idée où on pourrait se passer de l'envoi à deux rapporteurs, comme va faire plus tard l'éditeur, à qui on envoyait l'article. On pourrait s'en passer et on pourrait faire une discussion en ligne. Vous voyez? Mais il y a quand même au bout une nécessité qu'un éditeur le publie, parce que ça va pas rester comme ça, il faut qu'il y ait une version finale. Donc il y a des modèles que je trouve intéressants, et d'ailleurs il y en a un qu'on a signalé dans notre avis, qui est de faire en deux temps. Faire premièrement mettre l'article en ligne, et attendre qu'il y ait une réaction des gens intéressés, des collègues intéressés, ce qui permet à l'auteur de l'améliorer, et ensuite, cette version améliorée, ça prend plus de temps, cette version améliorée, ensuite, elle est envoyée à deux rapporteurs par l'éditeur, qui donc est en open access dans cette version-là, et donc fait payer, mais pas cher, parce que le peer review a été déjà un petit peu fait, l'article a été déjà un peu
amélioré par l'auteur, et du coup, ça permet de réduire les articles inintéressants, de changer le taux de sélection des articles, et donc ça permet d'avoir des frais, c'est le modèle Gold quand même, mais Gold amélioré avec peer review avant. Vous voyez, c'est un modèle le F1000, le Faculty of Thousands. Non, ça a été étudié dans la géoscience, je peux vous le retrouver dans notre article, et il y a une revue de résonance magnétique nucléaire qui a pris ce modèle. Enfin, il y a plein de solutions, hein. Il y a plein de solutions alternatives, mais il y a toujours un moment quand même où il faut qu'il y ait le peer review et la certification. Parce que vous avez, je ne sais pas si c'est très dans notre avis, mais vous avez la certification et la validation qui sont pas la même chose. La validation, c'est fait par des pairs, et puis la certification, c'est une revue qui certifie que vous avez bien publié dans à telle date et qui vous donne la certification. C'est pas tout à fait pareil que la validation. Vous pouvez être validé, mais sans qu'il soit vraiment certifié. Bon, je sais pas, c'est compliqué, hein. Vous avez les modèles post-publication, c'est ce que je disais. C'est donc post-publication. L'article est déjà publié, les auteurs ont payé ou pas payé pour l'avoir en ligne, de toute façon il finit toujours par être en ligne, et à ce moment-là vous avez des post-publications, vous avez des critiques qui apparaissent, des discussions qui se font, mais c'est un peu dommage que ce soit post-publication, parce qu'une fois que c'est publié, vous pouvez avoir, c'est un peu tard, vous voyez, Oui. pour faire la... Et dans ces discussions, c'est comme ça que vous tombez dans les sur c'est la... comme ça que vous tombez dans les filets de PubPeer et des réseaux qui font des post-publications, des discussions de post-publication qui dénoncent des fraudes ou des erreurs, etc., etc. Mais c'est un peu dommage que ce soit après tout, quoi. Il vaudrait mieux que ce soit avant. Vous croyez pas? Des difficultés à comprendre, ce qui maintient finalement les chercheurs et les institutions dans ce modèle de... Alors, moi, je vous dirais, j'ai une réponse qui est aussi traitée dans notre article, dans notre avis, c'est que malgré tout, les publications certifiées et validées servent à construire l'évaluation du chercheur. Oui. Il faut bien qu'on ait quelque chose sur quoi s'appuyer. Sinon, vous pouvez pas dire « Ah, moi, j'ai publié sur les préprints de Hall 5 articles sur les médicaments pour le Covid, et puis vous savez, il y a eu beaucoup de commentaires, il y en avait des pour, il y en avait des contre, et puis finalement c'est pas ce que ça vaut, et puis comment voulez-vous qu'on évalue ce chercheur? J'exagère, hein. Donc moi je pense que la question d'évaluation, elle est totalement liée à la question des publications, comme on l'a dit. Alors l'évaluation, maintenant, elle a beaucoup de défauts. Ça c'est la tarte à la crème, tout le monde le dit, mais personne ne sait quoi faire. L'évaluation au CNRS comme ailleurs, elle se fait, c'est international, elle se fait beaucoup sur les revues qui sont très bien cotées. Et comme par chance, comme malheureusement, ces revues très bien cotées, ces revues de prestige, sont aussi celles qui vous font payer très cher des APC pour publier dedans. Donc on tourne en rond là, hein, avec ça. Donc on dit, et d'ailleurs je crois bien que le plan S avait dit, aussi tous les gens raisonnables disent, il faut sortir de ce système absurde. Il faut qu'on puisse publier de façon diversifiée. Une revue spécialisée peut être aussi intéressante et même mieux citée que une revue très cotée comme Nature Science ou Lancet ou j'en passe. Mais il faut que les comités d'évaluation, y compris les instances du CNRS, je parle même pas du CNU parce que vous vaut mieux pas en parler, les instances du CNRS qui font l'évaluation
on leur donne les consignes, le président va les voir, leur dit tenez compte de la diversité des publications, ne comptez pas les Nature et Science pour faire vos classements, et ça c'est appliquer les principes de Dora. Hein, le Dora, c'était cette pétition, vous connaissez Dora? Oui, San Francisco. Oui, voilà. Alors, appliquez bien Dora, hein, tout le monde dit appliquez bien Dora, c'est très important. Et puis comment voulez-vous faire? Les pauvres chercheurs, moi j'ai une fille qui est dans les commissions du CNRS en biologie, comment voulez-vous faire quand vous avez 150 dossiers et que vous devez en choisir 4 et qui là-dedans il y en a la moitié qui sont excellents, donc bon. Donc c'est une solution de facilité, mais on n'en sort pas. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment lié. Et ils jouent là-dessus. Nos grands éditeurs de prestige, ils jouent sur le fait qu'ils savent très bien qu'une publication chez eux, ça vaut 10 publications ailleurs, dans l'esprit de ceux qui font les classements des chercheurs. Donc c'est ça qui aussi stabilise le CNRS, le système. Alors je vais essayer de pas m'emballer sur le deuxième point de mon sujet de recherche qui est la décision multicritère, mais justement Bah oui, c'est bien la décision multicritère, et donc on est tout à fait pour, et si vous avez vu dans notre avis, moi c'est une des recommandations qu'on fait, quand vous évaluez les chercheurs, prenez des multicritères, voyez ce qu'ils ont fait ça, mais ils ont fait aussi de l'enseignement, mais ils ont fait aussi du peer review pour leurs collègues, mais ils ont fait aussi de la vulgarisation, mais ils ont fait aussi ils ont fait plein de choses, tenez compte de tout ça, quoi, voilà. On le dit, hein, c'était même le sujet, si vous voulez le savoir, vous l'avez peut-être vu, du colloque international de Hong Kong, il y a 2 ans, sur l'intégrité scientifique, et en fait, par l'intégrité, ils ont parlé que de ça, de l'évaluation des chercheurs et des multicritères. Donc, vous êtes bien placé, je pense, c'est ça que vous voulez dire. Bah, en tout cas, ça me semble être un point central dans la question. Vous parlez d'or, et je suis entièrement d'accord. Mais je de fait, veux vous dire, c'est pas appliqué, hein. Oui, mais justement, je suis surpris que, alors qu'il y a des mathématiciens et des informaticiens au CNRS, que cette discipline-là n'alimente pas les modèles décisionnels des instances de gouvernance de ces institutions, finalement. Comme si la science n'écoutait pas elle-même pour prendre des décisions. Pourquoi les mathématiciens et les informaticiens plus que les autres? Alors, je parle des mathématiciens et des informaticiens parce que c'est dans ces disciplines-là qu'on traite de la décision multicritère, dans la mesure où le cerveau humain ne traite que 4 à 5 pièces d'information, et que donc c'est une décision assistée, qui requiert les systèmes informatiques pour prendre en compte plus de critères, et que les modèles sur la question de la préférence et du choix multicritère sont des modèles mathématiques. En France, on a Roy et Bouissou, qui sont des auteurs majeurs du sujet. En tout cas, on n'a peut-être pas tout à fait la même définition des multicritères que moi je vous donnais des multicritères sur les activités des chercheurs dont on avait à tenir compte quand on les évalue, mais c'était peut-être pas ça que vous vouliez dire. La question n'est pas tant dans la contenance de l'indicateur que de la façon de traiter la multiplicité de l'information. Le fait qu'un indicateur, comme par exemple en économie, un indicateur monétaire prenne le dessus sur d'autres, c'est le fait que l'humain cherche une synthèse pour sa prise de décision, et donc la réduction du nombre d'informations et une nécessité du processus de décision non assistée, en tout cas la décision humaine, et donc les mécanismes mathématiques pour déterminer la préférence au sein d'un grand nombre de dimensions, ça c'est étudié. Alors je dis mathématiciens, informaticiens et aussi des psychologues. Je pense à des revues comme Mathematical Psychology. Mais en tout cas, je trouve curieux que sur ce type de point, par exemple, il n'y ait pas une interrogation spécifique de cette discipline-là quand un objet en particulier est observé comme un point de crispation particulier.
Oui, c'est vrai, oui, peut-être. C'est parce que bon, le poids tous les critères, c'est pas quantitatif, ça se fait pas comme ça quantitativement, hein, et mathématiquement. Le poids des publications dans l'évaluation, il est majeur, hein, parce que vous définissez quand même parce que les résultats que vous avez affichés. Le reste, c'est je dirais que c'est non plus ce qu'il faut pas oublier, mais vous pouvez pas, je vois pas comment vous pouvez le quantifier et que vous voulez dire dans l'esprit de celui qui va évaluer comment il va hiérarchiser tous ces critères et est-ce qu'il va les prendre tous en compte parce que son esprit va être formé à non, regarder que 3 ou 4, c'est ça c'est un peu ça votre Ouais. J'essaie de comprendre ce que vous dites. Oui, pardon. Je disais tout à l'heure d'essayer de pas m'emballer dans le sujet. Ok, donc mais les critères, vous savez, c'est des critères, les autres critères, c'est des critères, je dirais, un peu secondaires sur l'activité du chercheur. L'activité du chercheur, elle est jugée par sa production et par son impact, l'impact de cette production. Oui, la quantification de cette production et de son impact, c'est pas au kilo de papier. Ah non, c'est vrai. Alors, l'impact est plus difficile. D'ailleurs, quand on fait des évaluations pour l'Europe, comme moi je suis en train de faire, ils vous demandent d'abord ce que vous pensez du projet, est-ce que ça va donner un résultat, et puis ensuite ils disent l'impact. Quel est l'impact que vous pensez que ça aura? L'impact, ça je crois que c'est difficilement évalué par les évaluateurs. Ils regardent des publications, puis ensuite ils regardent l'impact, c'est un peu les citations. Combien de fois ce papier a été cité, et puis s'ils sont un peu plus perfectionnistes, ils regardent combien de papiers s'en inspirent et qu'est-ce que ça a inspiré comme recherche à la suite. Ça, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça a eu comme suite dans l'équipe en question et dans les autres équipes dans le monde. Ça, c'est l'impact. Et vous avez aussi des impacts économiques. Est-ce que il y a eu des applications qui ont abouti à des produits qui se sont vendus? Est-ce que vous avez eu, des impacts sociétaux? Est-ce que vous avez eu tout ça? Il y a les impacts. Et donc, effectivement. Pour ce type d'évaluation, vous avez des trames qui vous sont fournies ou il y a des traces écrites? Oui, je suis évaluateur pour l'Europe de projets dans les plans FET Open, les projets innovants. Bon, donc je dis ça comme ça, n'est-ce pas? Donc j'ai fait des évaluations comme ça récemment. Mais c'est des évaluations de projets, c'est pas des évaluations de personnes. Donc vous me parlez quand même des carrières. Donc il faut. Ça peut être personne et projet parce qu'après c'est le financement de la recherche basculant dans un mode de financement par projet. Je pense que les deux sont à observer. Oui. Mais des sources publiques, je veux bien les URL pour m'en nourrir. Donc si on parle de l'évaluation des chercheurs pour leur promotion, pour leur comment dire, ça leur donne un emploi déjà, puisqu'en France c'est des emplois permanents. Donc l'embauche, voilà, c'est cherche un mot, pour l'embauche, pour la progression de carrière, et aussi pour l'attribution de crédit sur projet ou pas, sur projet, mais enfin maintenant c'est beaucoup sur projet. La question est quels critères on prend, c'est ça, hein. Est-ce qu'on prend ce qu'ils ont fait, est-ce que l'impact de ce qu'ils ont fait, donc au-delà des publications, il y a une évaluation multicritère qui tient compte des retombées économiques, sociales, et donc ce qu'on appelle l'impact aussi. Donc, vous me demandez est-ce que les évaluateurs du CNRS, je vous dis ça pour parler de cas concrets, dans les commissions du CNRS, les commissions, vous savez, au comité national, et s'ils tiennent compte de ça. La réponse c'est oui,
ils ont ça dans leurs critères, parce que ils ont des grilles moi je vois ça avec ma fille, ils ont des grilles de critères à appliquer quand ils font leurs évaluations. Et donc c'est des grilles multi-critères. Hein. Mais c'est des grilles pondérées ou c'est des grilles simplement nominatives je pense pas que ça soit pondéré. Ah non, dans les projets européens, c'est pondéré. Vous avez 60%, vous mettez une note qui est 60% pour la qualité scientifique du projet, vous avez 20% pour l'impact, vous avez 20% pour la dissémination, bon, vous avez des trucs comme ça. Au CNRS, je crois pas, hein, que ce soit avec des notes, je crois pas. Mais ça, il faut que vous demandiez à des gens qui sont dans les commissions. Mais ces multicritères, les critères, attendez, c'est pas juste, est-ce qu'il a 50 PRL, hein, c'est aussi combien ils sont cités. On essaie d'éviter de parler de facteurs H ou autres, mais n'empêche que ça empêche les évaluateurs le regardent quand même, bien que Dora dise qu'il ne faille pas le faire. Donc le biais de disponibilité de l'information qui pousse à la regarder. Oui, je veux dire l'urgence et puis la difficulté de choisir entre tant vous avez 20 très bons chercheurs du CNRS qui sont chargés de recherche et vous devez passer 4 passer directeur. Bon, je dis ça comme c'est autre chose. C'est pas le plus tragique, hein. Eh bien, il faut quand même que ce soit multicritère. Vous avez les publications, mais pour passer directeur, vous avez d'autres critères. Est-ce qu'ils ont pris des responsabilités dans la communauté? Est-ce qu'ils ont fait des travaux de direction? Est-ce qu'ils ont été dans des comités internationaux? Vous voyez, il y a des critères comme ça. Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de conférences à l'étranger? Est-ce qu'ils ont publié dans de la dissémination scientifique? C'est multicritère, hein, à cet égard. Bien sûr, c'est multicritère, mais c'est pas pondéré. Je crois pas. Mais si vous manque un des critères principaux, ça marche pas. Pour passer directeur, est-ce que vous avez une liste de publications suffisamment étoffée? Critère numéro 1. Numéro 2, est-ce que vous avez pris des responsabilités par rapport à la communauté scientifique? Numéro 2, est-ce que vous avez formé des jeunes suffisamment? Est-ce que vous avez dirigé des thèses? C'est pas marqué, il en faut 20 pour passer directeur, mais voilà. En plus, ça dépend beaucoup des disciplines. Vous voyez, vous avez des critères comme ça. Puis après, c'est des critères moins importants. Est-ce que vous êtes impliqué dans la dissémination pour le public? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour favoriser les femmes? Je dis ça, c'est le dernier des critères, mais enfin, il est en fait partie aussi. La hiérarchie de ces critères est explicite dans les documents? Elle est implicite. Implicite. Mais, oui, implicite, oui. Et justement, est-ce que le Comet a publié des avis spécifiques au mode d'évaluation avec le questionnement de la part d'arbitraire de ce caractère implicite des hiérarchies sur les critères ou sur la façon de valider un critère? Non, pas spécialement. D'ailleurs, on n'a pas regardé de près les critères On a dit qu'il y avait des critères qui n'étaient pas pris en compte et qu'on pense que c'était important dans l'évaluation, qui sont les critères dans la publication, dans la publication, l'implication dans le peer review et puis l'implication dans des revues. Donc, le travail qui a été fait pour l'édition. Si on a rajouté un critère, disons. On a rajouté un critère qui n'était pas pris en compte, explicitement. Et on a même discuté de savoir s'il fallait que les chercheurs le mettent dans leur CV ou dans leur compte rendu de travaux. Oui, j'ai été rapporteur tant de fois, j'ai été tant de fois dans des jurys aussi, et donc bon, les gens n'étaient pas pour il n'y avait pas de consensus pour que ce soit pris, que ce soit rendu obligatoire. D'accord.
Et dans ces contributions, il y a du fait des mécanismes double aveugle, simple aveugle. Est-ce qu'il y a une modalité Ah non, oui, ça c'est très intéressant comme discussion. On l'a eu je ne sais combien de fois au COMEX. Est-ce que c'est mieux double aveugle? Vous savez, c'est des sujets qui ont été très étudiés. Vous les connaissez peut-être. C'est pas tant là, pour la qualité de la peer review que avec les questions de conflit d'intérêt ou d'autopromotion qu'il peut y avoir derrière, mais plus dans le sens où cette activité, pour être valorisée dans les formes d'évaluation du chercheur et de ses institutions et des retours de financement de projets, etc., à partir du moment où il y a une forme d'opacité sur cette activité du chercheur, ça met des barrières à sa valorisation. Je peux pas facilement attester d'un travail de revue parce que ma revue étant anonyme dans le mécanisme actuel de cette publication, je peux pas m'en réclamer. Et de la même façon, la qualité de la revue, enfin de l'activité de relecture, peut être difficilement appréciée dès lors que ce retour n'est finalement qu'une lecture confidentielle entre l'auteur, enfin les co-auteurs et le rapporteur. Oui, c'est vrai, c'est un peu compliqué, et puis il peut y avoir effectivement la question des conflits d'intérêts, elle est quand même assez centrale dans le peer review. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tranché dans notre discussion sur le peer review en disant qu'il doit être amélioré, ça c'est sûr. On n'a pas tranché, on en parle aussi dans notre avis sur les conflits d'intérêts, parce qu'effectivement, quand on fait du peer review qui est anonyme et il peut y avoir des conflits d'intérêts qui font que on pirate des résultats et puis on le publie avant l'auteur. Il y a du piratage possible, on l'a dit aussi dans les questions sur l'intégrité scientifique, hein. Ça joue beaucoup, ces questions de piratage d'informations par les rapporteurs quand ils sont anonymes. C'est pour ça qu'il y a des avantages à ce que les rapporteurs soient pas anonymes et qu'il puisse y avoir effectivement des discussions. Il y a certaines revues qui le préconisent entre le chercheur qui a proposé son papier et les rapporteurs qui sont pas anonymes et qui une discussion jusqu'à ce qu'on aboutisse à et ce soit ouvert. Ce soit donc pas à l'aveugle. Moi j'avais proposé des mécanismes un peu différents avec une levée, j'appelais ça une levée de cécité, parce que dans les mécanismes à l'aveugle, il y a les mécanismes où le résultat est aveugle, c'est-à-dire le reviewer juge sur la méthode, le protocole, sans savoir le résultat, ça c'était pour éviter le biais des journaux positifs, mais il y a aussi la possibilité de lever la cécité sur le reviewer, c'est-à-dire le processus de revue est en cours, il y a une décision d'acceptation ou de rejet, et à la clôture de cet avis, les anonymats sont levés, ce qui permet de valoriser l'activité de reviewing, publication des avis, tout en protégeant sur la phase de production par l'anonymat. Et le fait que cette procédure-là soit je vais dire obligatoire, du moins on sait qu'à la fin ce sera levé, induisait des biais de dire ça va induire un comportement. C'est pas mal, hein, non. C'est pas mal, oui, c'est pas mal, pourquoi pas. Alors c'est plus le double aveugle, c'est pas le simple aveugle non plus, je sais pas s'il y a un nom. J'ai pas trouvé en littérature de nom pour ça. Non. Mais alors vous levez l'anonymat des rapporteurs, des reviewers, une fois que l'article est publié, ou avant qu'il soit publié. À la décision de publication ou de rejet pour des mécanismes de revue standard. Parce que moi ce que je propose c'est une revue. D'accord. C'est après coup. Donc comme ça, il peut s'établir une discussion après coup entre l'auteur et les reviewers. Ça veut dire moi je suis pas d'accord, ou vous n'avez pas compris.
une fois, il y a deux cas de figure. C'est rejeté ou c'est accepté. Si c'est rejeté, et que l'auteur c'est qui a fait la revue, mais il peut discuter avec les reviewers. Ben, c'est d'ailleurs ce qui se fait en général, sauf qu'on ne sait pas quel est le nom du reviewer. Et donc ça se fait avant la décision de la revue, hein. Donc c'est pas tout à fait comme ce qui se fait maintenant. À quoi ça sert une fois que à quoi ça sert dans l'hypothèse où l'article est refusé? À quoi ça sert que l'éditeur lève l'anonymat des deux reviewers? Ça fait qu'ils vont se disputer entre l'auteur et les reviewers. Alors, dans le cas de mes travaux, en fait, ce que je disais, moi je suis pour un processus de revue continue. Le rejet n'est pas un rejet définitif. C'est ce que vous nous avez fourni ne passe pas nos critères. On vous certifie pas. Alors le groupe, le comité éditorial n'impose pas sa marque de qualité, qui soit dépendante d'une institution ou simplement que ce soit le groupe qui porte cette notoriété-là. Une fois que la décision est prise de, en gros, tamponner ou pas tamponner d'une marque de reconnaissance, d'une marque de qualité, les identifiants nominatifs sont révélés de façon à ce que la discussion puisse être poursuivie. Si ça ne lève pas des problématiques, et ben ça en reste là. Et peut-être que de la même façon qu'il y a dans les mécanismes actuels une resoumission à d'autres revues, là la personne peut réclamer ou resoumettre pour d'autres pairs, sachant qu'à ce stade-là, du coup, les reviewers qui auraient déjà émis un avis ne se repositionnent pas sur l'article. Mais en gros, c'était pour augmenter la quantité, de passer d'un mécanisme finalement de filtre à un mécanisme curatif sur le plus de publications possible. Dans mon approche de maximiser la production scientifique, le but c'est qu'un maximum des contributions et des dépenses collectives pour produire de la connaissance aboutissent à une forme la plus avancée de connaissance scientifique, en fait. Ah oui, alors votre idée c'est qu'il faudrait qu'il y ait moins de choses rejetées, parce que dans ce qui est rejeté, il peut y avoir du bon, et que c'est trop, la censure par les pairs est trop stricte, ou pas assez multicritère, et que du coup il y a de la perte en ligne, c'est ça. Alors, c'est une des idées. C'est pas nécessairement de la perte en ligne, mais actuellement le mécanisme de revue fait on va dire une cascade de resoumissions plutôt que un repassage au stand pour des modifications plus fortes. Oui, c'est une idée intéressante, hein, c'est une idée intéressante. Effectivement, on fait une revue, mais on essaye de faire améliorer avec une discussion qui se poursuit entre les rapporteurs. C'est ça, hein? Oui. Oui, ben pourquoi pas. Mais alors pourquoi pas le faire tout de suite? Pourquoi le faire la révélation après coup? Pourquoi pas le faire là c'est au choix des personnes en fait. Dans le mécanisme que j'ai décrit, il n'y a pas d'obligation. Une personne peut publier en son nom, mais si elle juge que son sujet peut être problématique, il peut endosser un pseudonyme de contribution de façon à être protégé de cette manière-là, de la même façon que quelqu'un qui produit un article de relecture peut le faire sous pseudonymat, de façon à se protéger de critiques. Vous sortez de mon champ de compétences, parce que j'ai jamais réfléchi à la question de publier sous un pseudo. Là, franchement. Je dis pseudonyme parce que finalement l'anonymat pour un mécanisme de système de révision. Vous parlez de l'anonymat de l'auteur. Ah, ok, l'anonymat de l'auteur. Alors ça se fait. Il y a des disciplines où ça se fait en informatique. J'ai appris. Les articles sont soumis à des rapporteurs sans que le nom de ça c'est beaucoup fait, hein. Je me demande si c'est pas double, sans que le nom de l'auteur soit connu.
Donc vous recevez un papier à reviewer et vous savez pas qui l'a écrit. Voilà. Ça se fait, hein. Mais c'est complètement illusoire parce que si vous êtes spécialiste, vous allez tout de suite voir qui a pu bien écrire ce truc-là. C'est en général, donc c'est un processus qui n'a pas été abandonné parce qu'il a beaucoup de biais aussi, hein. Oui. Vous pouvez pas être vraiment anonyme et vous faire, c'est dans les critères pour vous juger. Il n'y a pas que je suis monsieur machin, mais je suis du labo, voilà, de tel pays. Il y a tout le contexte qui est très important aussi. Et, l'équipe, vous voyez, pas. Moi, je pense pas que ce soit utile de cacher le nom. Non. Sur les travaux que j'ai eu à faire, ça me paraissait pas particulièrement pertinent, mais je sais que dans d'autres types de sciences, c'était même des sources de conflits au sein de directions de thèse ou autre. Mais je dis, ça se fait en informatique. Ça se fait en informatique. Je sais que ça se fait en informatique, ça se fait peut-être dans d'autres disciplines, hein. Donc c'est un des systèmes qui est pratiqué. Mais je vous dis de façon, c'est pas généralisable à toutes les disciplines. C'est pour ça que, comme je l'expliquais, c'est pas une condition nécessaire au système, mais ça peut être un choix des auteurs ou des reviewers d'user de ce mécanisme-là, afin de protéger certains biais. Le système, c'est le double aveugle. Ça s'est beaucoup fait aussi à une époque en sciences humaines et sociales. Parce que c'est des domaines où il y a des conflits aigus de chapelle, et donc je veux pas rentrer là-dedans. Mais... Ouais, c'est plus délicat de poser des métriques sur des choses plus difficilement mesurables, où il y a pour l'instant des fois pas d'instruments qui permettent. Alors si vous me demandez mon avis, et d'ailleurs on l'a donné dans l'avis du COMES, on trouve que c'est quand même très bien si les articles peuvent être discutés par et ça c'est l'évolution de HAL, je crois, les articles déposés sur HAL, enfin c'est en réflexion avec le conseil scientifique de HAL, soit discutés avant d'être validés et discutés par le public intéressé, par la communauté intéressée, assez largement, donc soit en accès ouvert pour discussion ouverte, avant d'être validé, puis ensuite, je sais plus comment j'avais dit, certifié. Voilà. Donc, on est quand même assez sur cette ligne-là, et c'est une ligne qui a été, je vous dis, illustrée par une ou deux revues qui se sont lancées comme ça en géophysique, et donc c'est le processus est plus lent, hein, parce qu'il y a d'abord des discussions en ligne et ensuite moins de pertes et des articles sont améliorés. Donc on est assez d'accord avec vous. C'est un processus plus long pour la validation et la certification, oui, mais par contre le contenu est déjà accessible si c'est sur une Oui, le contenu est déjà accessible. Alors en plus, ceux qui ont besoin de savoir ce qui se passe, oui, bien sûr. Ah, mais nous, on est très pour que l'accès soit disponible le plus vite possible, hein. On n'est pas pour embargo et compagnie. On est sur le principe tout à fait pour la science ouverte, c'est-à-dire dès que c'est prêt, tout le monde peut y avoir accès. Je crois, alors je pense que c'était la DIS qui avait publié un rapport en disant que la voie Gold avec APC lui aurait fait, alors je vais citer de mémoire, hein, je m'excuse, je crois que c'était à x9 sur le budget d'acquisition des publications. Donc je pense que en tout cas le CNRS avait déjà rendu un avis négatif sur les voies avec APC. Oui, enfin et en tout cas un avis assez ouvert. C'est très nuancé, hein, c'est très nuancé. Parce que le CNRS est en train de réfléchir à trouver des systèmes où ce serait plus le chercheur, le labo qui paye, mais il y aurait des financements un peu plus institutionnels. Mais de toute façon, il y a toujours des APC à payer. Vous pouvez pas dire on va publier gratis, c'est pas possible. Donc
Oui, c'est pas possible. Ça dépend ça dépend de la façon dont l'ensemble du travail de recherche est socialisé, que ce soit une plateforme type Open Edition qui utilise OSJ de mémoire ou OJS sans doute, et qui reverse, ou que ce soit les salaires des chercheurs qui sont derrière les épis-revues et qui font le travail éditorial. Il y a toujours un retour de la charge sur le contribuable. La question c'est au sein de ces différents systèmes, qu'est-ce qui est mesuré et quantifié de façon à ce que le travail soit le plus efficace et le plus adapté finalement aux chercheurs. Moi, je vais vous dire, ces problèmes d'édition, ils ont des implications économiques et institutionnelles, scientifiques, et tout ça, c'est mêlé. Et donc, la solution, je peux vous dire, elle n'est pas encore trouvée au CNRS. Et ils sont en train de réfléchir. Elle n'est pas encore trouvée. L'appel de Jussieu sur la bibliodiversité, il est cité, bien sûr, et même, je crois même qu'on l'a cité dans les annexes. On l'a donné dans les annexes. Il appelle à faire des tas de tentatives diverses pour essayer d'arriver à des solutions. Et il dit finalement, il n'y aura pas une solution, mais il y en aura plusieurs, et qui seront en évolution. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas vous dire mieux que ça. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors, peut-être pour repréciser avant de clore, alors j'avais posé certaines questions par mail, mais vous me direz si ça fait partie des informations que vous avez ou pas. Alors j'avais demandé si le COMET avait évalué la formation en propriété littéraire et artistique des enseignants-chercheurs, de façon à avoir une perspective sur la notion des droits cédés. Ah oui, sur la propriété intellectuelle. Oui. Oui, eh ben bien sûr, on a bien sûr, mais ça c'est bien documenté. On a dans notre avis dans plusieurs avis, hein, on a donné les règles de propriété intellectuelle et on a donné les conseils aux auteurs pour se protéger contre l'exploitation de leurs figures, de leurs données. Ça a à voir aussi avec la propriété des données. Je questionne pas le fait qu'il y ait eu ce travail d'information. Là, ce que je me demandais, s'il y avait eu une évaluation de l'acquisition, finalement, de cette forme de formation des enseignants-chercheurs. Finalement, est-ce qu'on a fait passer des QCM pour valider leurs compétences? Je sais pas. Non. Je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. Mais j'ai pas l'impression, hein, que les chercheurs soient formés. À quoi sont-ils formés d'ailleurs quand ils sont cotés? C'est une question que je me demande, hein. Ils sont formés maintenant à l'intégrité scientifique et à l'éthique. En tout cas, c'est des cours obligatoires, des formations. Ça, c'est nouveau. Ça date de 2016. Donc il y a les chercheurs qui rentrent, sont formés à ces questions d'ailleurs d'intégrité scientifique, et dedans ça inclut aussi les questions que vous posez, hein. Mais ça reste par contre quelque chose de récent. Est-ce que ça s'applique à l'ensemble de la population des enseignants-chercheurs ou simplement Oui. Non, le décret de formation à l'éthique et à l'intégrité scientifique pour tous les doctorants, ça s'applique à tous les doctorants. Et ça doit être appliqué par le CNRS, par toutes les institutions qui ont des doctorants. Et bien sûr, ça s'applique aux universités, puisque les écoles doctorales sont tenues par les universités. C'est peut-être plus une interrogation sur l'ensemble de la population d'enseignants-chercheurs, et pas juste les nouveaux... pas encore. Là, ça n'est pas encore généralisé à autre chose que les entrants. Hein? Est-ce qu'il y a des formations comme ça qui sont généralisées On demande, et on a demandé à la loi LPPR, que ce soit généralisé à ceux qui vont passer leur HDR. D'accord. C'est-à-dire qui vont être les encadrants. Ouais. Pouvoir
Alors, quant à ceux qui sont déjà là, qui sont déjà sur place, excusez-moi, mais je vois pas comment on peut leur imposer une formation. Hein. Après, si vous avez déjà causé à des directeurs de labo, oulala, ils sont pas prêts même de venir à une réunion où ils sont convoqués. Hein. Oulala. Non, non. Mais par contre, il faut que ce soit rendu obligatoire pour certaines choses. Par exemple, l'HDR, on a pensé que c'était une bonne occasion de faire une formation obligatoire pour les HDR. Et que, voilà, ils cochent la case. Oui, oui, j'ai suivi la formation. Il y a des choses en épistémologie? Dans ces cours? Dans les formations obligatoires sur le doctorat ou la qualification. Alors pour les doctorants, il y a des cours, il y a toutes sortes de formations qui sont faites. Ouais, comment elles sont faites? Alors ça c'est quand même, elles sont faites. Il y a des MOOC, il y a des vidéos. Il y a des interrogations toutes faites où il faut répondre avec des questions, 3-4, cocher la bonne case. Il y a des choses en présentiel aussi avec des petits groupes. Il y a 1001 façons de faire ces formations. Celle qui ne marche pas, c'est quelqu'un qui vient, vous fait un cours d'éthique et puis les étudiants prennent ou prennent pas de notes et puis coche la case suivi les cours d'éthique. Non, c'est en cours de réflexion, hein, qu'est-ce qui marche le mieux. Mais c'est très varié et c'est pas du tout codifié. Pas du tout. Voilà. Et alors, la dernière que je m'étais notée, c'était l'évaluation de la volonté à partager. Est-ce que vous aviez... non. La volonté à partager. Vous voulez évaluer la volonté à partager? Non, en fait, dans mes travaux de thèse, j'ai croisé une étude sur la disponibilité des données en ACV, mon objet d'étude, et j'avais été surpris d'un résultat où les chercheurs et praticiens voulaient plus de données ouvertes, mais à, je sais plus, 70-80, enfin, de façon très très forte. Ceux qui voulaient bien qu'on leur explique comment faire, on en perdait déjà la moitié, et ceux qui réclamaient à suivre ça, enfin il y avait quasiment plus personne à la fin. Donc il y avait une appétence pour les données des autres, mais nettement moins d'appétit pour donner les siennes. Oui, c'est un sujet très intéressant sur le partage des données, c'est un sujet très intéressant, mais je vous dis... Les données et de l'application en général finalement. Oui, mais les données c'est encore autre chose parce que vous pouvez publier, mais vous voulez pas partager vos données. Vous gardez vos données pour publier avec ces données des nouveaux résultats et vous les gardez parce que si vous donnez vos données, parce que les données peuvent être exploitées pour faire plusieurs articles. Ça c'est souvent le cas dans les sciences humaines et sociales. Vous faites des enquêtes et puis ou en économie et avec vos données vous pouvez faire un travail de longue haleine, hein. Donc il y a des disciplines, ça dépend beaucoup des disciplines, ça dépend pas des individus, je dirais. Peut-être aussi chez les chercheurs, mais comme dans la population générale, mais ça dépend beaucoup des disciplines, hein. Et il y a des disciplines où vous n'arrivez pas à faire plier les chercheurs à ouvrir leurs données parce que c'est leur travail sur lequel ils vont écrire le livre qui va leur prendre 5 ans. Ils publient beaucoup de livres. Hein. On a parlé beaucoup des publications scientifiques, mais il y a des domaines où c'est surtout les livres qui comptent. Et on n'écrit pas un livre en 6 mois, hein, on écrit. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Donc là, ça dépend, je vous dirais, beaucoup des disciplines. Et moi, j'ai pu voir dans les exposés que j'ai fait devant des directeurs de labo sur justement avancer beaucoup sur le partage des données parce qu'on avait quand même réfléchi. On a un texte sur le partage des données dans le comité précédent, vous pouvez le regarder. Il est pas très à jour parce que maintenant avec les nouvelles plateformes, les fouilles de données, les méthodes d'intelligence artificielle, etc. Donc ça s'est beaucoup complexifié, beaucoup enrichi.
Mais bref, quand je faisais des exposés là-dessus, je voyais bien qu'il y avait des réticences immenses chez, par exemple, les économistes. Voilà. Et est-ce que justement, vis-à-vis de l'office, vous faites aussi partie pour l'HCERS, est-ce que le fait de comptabiliser pour l'évaluation du chercheur la contribution aux données n'est pas une porte de sortie? Ça serait une très bonne idée, hein, ça serait une très bonne idée. C'est une excellente idée de montrer comment on a partagé alors qu'on aurait pu garder. Si, tout ça c'est d'excellentes idées. On a un petit zeste de ça dans notre avis sur les publications. Mais je vous dis, ça c'est un domaine extrêmement délicat parce que, comme je vous dis, on ne peut pas avoir une préconisation, une recommandation qui soit générale, parce que vous n'allez pas avoir les mêmes formes de travail chez les uns et chez les autres. Si vous êtes un astronome, un astrophysicien, le partage des données, il est automatique, il est réglé par des accords entre observatoires et pendant un an, les données appartiennent à ceux qui les ont prises et puis après, elles sont données un accès libre, elles ont été mises en forme. Enfin, tout ça, c'est très codifié. Pour le CERN, c'est pareil, tout ça, c'est codifié. Mais par contre, il y a des domaines où c'est pas du tout codifié, hein. Ça dépend des équipes, ça dépend des labos, ça dépend voilà. Je sais qu'à l'INRIA ils ont des doctrines, donc à l'INRIA c'est assez ouvert. À l'INRA ils ont un code sur les données. À l'INRA vous pouvez regarder l'INRA de recherche économique qui parle de l'ouverture des données, de ce qui est recommandé aux chercheurs. Ça ne veut pas dire que un code c'est un code, hein. Nous on en a fait des codes, hein. Et les codes d'éthique on en a fait, les codes de déontologie, mais ça n'a pas de valeur juridique, hein. Ça n'oblige pas, ça incite à. C'est pour ça que je demandais si dans les questions de l'évaluation des chercheurs ça rentrait en compte, parce que j'avais en tête le modèle de Liège avec les Belges où pour l'évaluation de leurs chercheurs, de mémoire c'était Orbi, le nom de la plateforme. Il y avait l'évaluation du chercheur ne se faisait que sur la base de ce qui avait été ouvertement partagé, et donc dès que ce mécanisme de qualification a été mis en place, ça s'est mis à couler à flot, parce que les individus, il y avait un intérêt direct en termes de carrière. Oui, c'est pas le cas en France, je peux vous dire. Voilà. Ce que je vous ai dit, la conclusion, c'est que la question des publications, elle est très complexe, elle est en devenir, elle devrait s'améliorer, mais on se heurte à des intérêts quand même financiers puissants avec ceux des grands éditeurs scientifiques qui sont parmi les sociétés privées qui font le plus de bénéfices. Et donc, pour l'instant, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, mais malgré tout, la clé est quand même dans les mains de la communauté scientifique, puisque ces éditeurs vivent du travail de la communauté scientifique. Et donc, très crûment, je dirais que si la communauté scientifique prend ce problème, et je pense que les grandes institutions commencent à le prendre en main, peut-être que la situation va changer. Voilà.